Et ça, je vais vous dire un truc qui est une des clés de la réussite qui se manifeste lors des réunions. Des réunions, il y en a beaucoup. On fait beaucoup de réunions. Il y en a qui servent à rien. Il y en a où votre présence n'est pas indispensable. Et peut-être vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on me convie à cette réunion? Et à chaque fois, quoi qu'il en soit, il y a des principes de base. La base, c'est on arrive à l'heure. On n'est pas en retard. La deuxième base, c'est on arrive à l'heure, on n'est pas en retard et on a préparé la réunion. C'est-à-dire, on n'est pas au courant obligatoirement de toutes les questions, mais tout votre chapitre, tout ce qui dépend de vous, vous le maîtrisez. Et il ne faut pas dire on l'a eu il y a 3 mois. Non, on l'a eu le 26 juin. Donc quand j'ai décidé d'aller vers l'industrie pharmaceutique, et j'avais la prétention d'être quelqu'un qui serait plutôt bon dans le marketing. Et donc j'ai répondu à l'époque aux annonces qui correspondaient à des postes de marketeur. Et j'ai eu des échecs, plein d'échecs. C'était non, on vous écrira, etc. Là, toutes les caricatures que vous pouvez imaginer, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, je vais vous parler franchement, vous n'êtes pas fait pour le marketing. J'ai demandé pourquoi. Et la personne m'a dit, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop logique, vous avez trop besoin d'être convaincu de quelque chose pour pouvoir y aller. Vous n'allez jamais pouvoir raconter des choses qui n'auront pas votre accord complet dans le cadre d'un travail de marketeur. Bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Vous êtes étudiant en pharmacie industrielle, en médecine, en biologie ou même en école de commerce et vous visez une carrière dans le secteur de la santé, ce podcast est fait pour vous. Je suis Mohamed Bahadjem et avec mon collègue Vincent Béjou, nous mettons à profit notre réseau pour vous offrir des conversations exclusives avec des leaders et des experts de l'industrie pharmaceutique. Chaque épisode est une opportunité d'explorer les coulisses de ce secteur, d'en apprendre plus sur les métiers qui vous passionnent et de vous inspirer pour votre propre parcours professionnel. Si vous êtes prêt à découvrir ce que l'avenir de la santé vous réserve, vous êtes un bon endroit. Bonjour à tous. Je suis Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Philippe Ladure. Ancien adjoint directeur du service recherche et développement chez Pierre Fabre, Philippe est désormais à la tête de sa propre société de conseil, où il partage son expertise dans le domaine de la R&D, avec un focus particulier sur la phase préclinique. Philippe a en effet, au cours de sa carrière, eu un parcours fascinant, où il a su marier avec succès des études exigeantes et des expériences professionnelles uniques. Alors dans cet épisode, nous allons nous plonger dans son histoire, pour découvrir comment Philippe a su se démarquer dans une industrie aussi compétitive et en constante évolution. Alors si vous êtes curieux de comprendre les trajectoires d'une carrière inspirante, cet épisode est fait pour vous. Philippe, bienvenue sur Parcours Santé. Tout d'abord, Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Bonjour. Oui, je vais bien. Vous voulez les résultats des examens ou bien on vous suffit? Non, votre présence me suffit, Philippe. Alors la question que je pose à tous les invités et que j'aime particulièrement, de votre côté, comment définiriez-vous Philippe Ladure? Écoutez, c'est un gars que je connais bien, en fait. Je le rencontre assez fréquemment. C'est quelqu'un qui est globalement, je trouve, sympathique. Il est caractérisé par un esprit assez curieux de tout, en fait. Et c'est quelqu'un qui est rigoureux, logique, peut-être un peu trop parfois, qui est quelqu'un qui fait qui est spécialisé dans une analyse des éléments avec peut-être une facilité à faire une synthèse et qui est doué aussi, paraît-il, qui est doté plutôt d'un humour qui parfois fait des ravages. Je le confirme. Alors, est-ce que de votre côté, vous avez toujours eu cet aspect assez analytique? C'est propre à vous, à votre personnalité? L'analyse, pour que ça soit clair, l'analyse, ce n'est pas au sens psychiatrique du terme, il faut le comprendre, c'est plutôt au niveau de une information, que donne-t-elle comme élément et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme réflexion et que peut-on y ajouter si on le peut? Que peut-on demander en supplément? Et pour répondre à votre question, je crois que je l'ai eu pendant mes études de pharmacie. D'accord. Donc si on part de façon assez rétrospective sur le Philippe de maintenant et le Philippe d'avant, enfin avant son parcours pharmaceutique, est-ce que pour vous il y a eu une évolution avec ce mindset ou pas? Ah oui. C'est évident. L'adolescent Philippe et le jeune homme ensuite étaient quelqu'un d'insupportable. Heureusement qu'il a su évoluer. D'accord. Alors super, j'ai envie également de rentrer un peu dans le vif du sujet du parcours scolaire. Vous avez un parcours scolaire qui sort un peu de l'ordinaire et c'est plaisant. Est-ce que vous seriez peut-être en mesure de nous partager comment vous avez vécu votre scolarité de façon générale et ensuite par quel chemin vous êtes arrivé en industrie pharmaceutique? Oui, ça fait 2 questions et en fait, vous voulez que je résume les 25 premières années de ma vie, ça va quand même pas être simple. Et il faut que vous sachiez qu'au niveau scolaire, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs années sur la Côte d'Azur, plusieurs années en Normandie, d'autres
en Lorraine, et vous voyez qu'après avoir fait toute la France, on se rapproche un peu de Nancy. Et là, j'ai eu le choix de soit rester à Nancy, soit repartir plus proche de mes racines, c'est-à-dire vers Clermont-Ferrand. J'ai choisi de rester à Nancy. Les études que j'ai réalisées, elles étaient plutôt, on va dire, moyenne plus. Voilà, bon, j'ai eu mon bac en section, alors c'était section D à l'époque, mais ce que je vais vous raconter maintenant, ça va vous paraître être de l'ère quaternaire, parce que toutes les choses... Donc scientifique, section D. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes un scientifique, d'accord. Oui, scientifique. C'était pas maths physique, parce que j'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec la physique, tout du moins telle la façon qu'on me l'a enseigné. Et j'avais préféré les sciences biologiques, qui étaient quelque chose qui correspondait plus à ce que j'attendais. Maintenant, autre chose, question des études scolaires. J'ai eu, je crois me souvenir, j'ai eu 4 sur 20 au bac en philo. D'accord. Parce que j'avais pas compris ce que c'était que la philo. Pour moi, quand en philo on vous pose une question, ben il faut y répondre. Voilà, c'est bête. Et en fait, c'est pas ça la philo. La philo, c'est on vous pose une question et il faut faire un développement sur pourquoi pose-t-on la question. Il faut pas donner la réponse. Il faut dire pourquoi on pose la question. Ça participe aussi à ce qui va arriver plus tard. Peut-être cette attitude un peu de questionnement sur un problème qui arrive. D'où peut-être l'analyse. Après, il faudra faire la synthèse. Mais voilà, pourquoi pose-t-on la question? Ça, c'était pour le bac. Après, vous me demandiez pourquoi j'ai fait pharma, c'est ça? Alors, juste avant d'arriver à cette question, vous étiez un élève plutôt bon quand même au lycée. On peut partir de ce postulat-là ou pas? Ou moyen? Moyen plus, je vous ai dit. Moyen plus, d'accord. Et Voilà. ensuite, donc, oui, comment vous est venue l'idée de vous diriger vers une filière assez scientifique qu'est la pharmacie, j'ai envie de vous dire? Je saurais pas trop vous dire s'il y a eu... En fait, j'ai longuement hésité entre pharma et médecine. Voilà, moi j'avais D'accord. envie de rendre service en termes de santé. J'ai un environnement familial relativement médical, avec un arrière-grand-père médecin, un cousin proche médecin, et je sais pas pourquoi, mais médecine, ça m'a pas branché. Moi, j'ai voulu peut-être plus soigner que diagnostiquer. Voilà. Pour moi, un médecin diagnostique et un pharmacien soigne, même s'il y a une ordonnance et que l'ordonnance est faite par un médecin, bien sûr. Mais pour moi, c'était plus comment soigner que comment diagnostiquer. Un diagnostic, finalement, ça sert à rien. Oups. Peut-être Bon, juste rajouter deux, trois ajouter informations quelque chose. sur vos études de pharmacie. Parce que je me permets juste de couper rapidement avant de reprendre. Je me rappelle quand vous étiez chez nous, vous avez parlé de votre parcours aussi d'hôpital, vous savez. Vous avez fait l'internat, il me semble. Et c'est pour ça, ce parcours atypique, c'est intéressant. Faut le partager, je pense. Je vous laisse reprendre. Je me souviens que dans les études de pharma, je vous ai dit, c'était plutôt pour soigner, c'était plutôt pour essayer de trouver les moyens et les voies pour soulager. Mais il est vrai que les premières années en pharma ne correspondaient pas du tout à ce que j'attendais. Je me souviens particulièrement, je ne vais pas citer de nom, que tout le monde se rassure, mais je me souviens parfaitement d'un prof d'analytique qui m'a dégoûté pendant 2 ou 3 ans de l'analytique parce qu'il n'a pas eu un enseignement correct. Et là, je voudrais insister pour souligner le travail important de ces professeurs de faculté, dont certains ont dû louper les formations de pédagogie, mais d'autres ont réussi à attirer l'attention sur des choses qui n'étaient pas obligatoirement celles qu'on aurait voulu. Je me souviens d'un prof de botanique, qui n'est pas obligatoirement ma matière préférée, mais qui m'a totalement passionné. C'est quelqu'un qui est très bien connu dans le coin, il s'appelle le professeur Jean-Marie Pelt, et c'est quelqu'un qui m'a subjugué. Je me souviens de ses cours sur les orchidées, mais c'était extraordinaire. C'est mieux qu'Alain Decaux pour de l'histoire. Donc, moi, quand j'ai été en pharma pour continuer un peu mon parcours, quand j'ai été en pharma, il a fallu que je trouve des moyens pour financer mes études. Et de ce fait,
j'ai fait des petits boulots à droite et à gauche. Et puis, j'ai passé aussi le concours de l'internat, après avoir occupé une place de faisant fonction d'interne. J'ai eu, après plusieurs tentatives, j'ai eu ce concours qui n'était absolument pas le même qu'actuellement, qui était régional. Et j'ai finalement réussi à obtenir le concours à Nancy. Donc, je me suis retrouvé dans des postes de faisant fonction, mais en étant titulaire. Donc sur Nancy, vous avez pratiqué à l'hôpital sur Nancy. Alors j'ai fait Nancy, D'accord. j'ai fait aussi Metz et Thionville, puisque c'était le secteur sur l'internat à Nancy. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai voulu faire l'internat parce que il n'y a pas qu'une question de salaire, il y a aussi une question de formation et une question aussi qu'à l'époque, quand on avait un diplôme de pharmacien, on pouvait être soit pharmacien d'officine, soit pharmacien dans un laboratoire d'analyse médicale, soit entrer dans l'industrie pharmaceutique. Et en faisant l'internat, il y avait des équivalences de certificats complémentaires qui permettaient d'ouvrir un laboratoire ou de travailler dans un laboratoire d'analyse médicale. Voilà, donc j'ai fait aussi ça. Et ça aurait été un projet pour vous peut-être, à l'époque, c'était dans le coin de votre tête d'ouvrir un laboratoire peut-être à votre nom? Ça aurait été un projet qui vous aurait tenu à cœur? Merci Vincent pour cette question, parce que en fait, on va arriver au point. Moi, quand je suis arrivé en 5e année de pharmacie, ben, je savais pas trop quoi choisir en fait, ni l'un ni l'autre, et pas plus que le 3e. Donc, comme vous le savez, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec vous en dehors de cette interview, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux bien faire, et pour éviter d'avoir à y répondre, eh ben, j'ai fait beaucoup de choses complémentaires. Alors voilà, j'ai fait des certificats complémentaires qui ont été dans tous les sens, quoi. J'ai un certificat complémentaire d'orthopédie. C'était utile pour la pharmacie. Et j'ai fait aussi, je me suis inscrit à un certificat d'alcoolologie, qui était le premier certificat d'alcoolologie qui se faisait en France. Et évidemment, je raconte à tous, et vous y compris, que je l'ai fait parce que je pensais qu'il y avait des travaux pratiques, mais c'est évidemment pas ça qui m'avait motivé. Le certificat d'alcoolologie était véritablement un travail assez épidémiologique, assez important, et qui m'avait intéressé. Voilà. J'en ai d'autres des certificats, mais bon. Et ces certificats-là, vous les passiez à l'université de Lorraine, à la faculté, ou en dehors? Alors à l'époque, ça s'appelait l'université de Nancy. À l'époque, c'était quand même sous Napoléon. Et à ce moment-là, on a effectivement passé, alors soit à la fac de pharma, soit à la fac de médecine, qui était déjà à Brabois. Je dois quand même vous confesser que pour éviter de prendre cette décision, j'ai multiplié les formations complémentaires. Alors, ce qui fait que je suis arrivé à un moment où j'étais surdiplômé finalement, puisque je savais pas ce que je voulais faire. Et ça, c'est quelque chose que je donne comme avis quand on a l'occasion de me demander. Essayez de savoir ce que vous voulez faire avant de vous intégrer dans un cursus long ou mi-long. Et pour ça, il faut se renseigner, il faut y aller et essayer de trouver les moyens de savoir à quoi votre activité future vous permettra de vous épanouir. Pourquoi pour vous c'était un peu un défaut d'être surqualifié comme vous l'étiez? Parce que c'est bien d'être complet, vous ne pensez pas? Non, c'est pas ça. La surqualification, d'abord, c'est bien gentil de dire ça, mais enfin, c'était un nombre de diplômes supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires pour rentrer dans l'industrie pharmaceutique. C'est ce que je veux dire. Encore que. Ça sera une anecdote pour tout à l'heure. Encore que. Mais je ne savais pas trop quoi faire, et c'est parce que je savais pas que j'ai accumulé les choses. J'étais pas pressé de le faire. J'étais interne à l'hôpital, j'avais du temps. Les choses ne m'ont pas coûté beaucoup dans ma personnalité. D'accord. Et le fait d'avoir fait donc ce passage à l'hôpital en tant qu'interne, c'est pas un regret pour vous? Est-ce que vous le voyez plus comme un avantage?
Oui, oui, ce n'est vraiment pas un regret. C'est un pan de la pharmacie qui n'est pas très accessible ni à ceux qui ont fait officine et qui feront officine, et c'est un monde qui est complètement différent. Ce sont des objectifs qui sont complètement différents. Donc pour moi, ça a été très utile et je m'en suis servi ensuite dans les premiers postes dans l'industrie pharmaceutique, de cette connaissance des circuits dans l'hôpital. Et de votre côté, alors de façon rétrospective maintenant, si de votre côté vous deviez donner 2 ou 3 conseils à une personne qui souhaiterait suivre des études similaires aux vôtres, donc déjà de pharmacie, et ensuite un parcours similaire au vôtre professionnellement, que lui conseillerez-vous en 2-3 conseils? Ça, c'est pas facile, hein. Bon, Ah, et je suis d'accord. j'en reviens à ce que je vous ai dit déjà et ce que je dis à chaque fois. Il faut savoir ce que l'on veut. Bon, moi, je ne le savais pas, ce que je voulais. Et j'ai mis 2 ou 3 ans à le savoir. Maintenant, j'ai du mal à conseiller. Je pense que les études de pharmacie sont des études qui sont indispensables parce qu'on vous apprend à avoir justement des qualités d'analyse et de synthèse et de pouvoir réagir à un moment devant quelque chose et avoir ensuite le professionnalisme de pouvoir traiter ou de pouvoir traiter un individu ou une situation. Les formations complémentaires, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas parler pour les laboratoires ou pour la pharmacie. Je peux éventuellement parler pour l'industrie pharmaceutique. Si j'entends qu'une fois qu'on a un diplôme de pharmacien, on voudrait rentrer dans l'industrie pharmaceutique, qu'est-ce que je dois faire comme études complémentaires? Si vous savez déjà que vous avez des postes qui vous intéressent dans l'industrie pharmaceutique, foncez. C'est mon conseil. N'allez pas accumuler des formations complémentaires, n'allez pas faire des études d'ingénieur, des études de comptable, faire des IAE et des trucs comme ça. Vous aurez toujours le temps de le faire plus tard. Mais quand on est jeune, quand on a 23, 25 ans et qu'on veut rentrer là-dedans, il faut y aller. C'est pour moi un point important parce que le fait de rentrer dans l'industrie, certainement avec seulement un diplôme de pharmacien, c'est peut-être moins sexy, moins attrayant que d'avoir ce diplôme, plus autre chose, plus bon. Donc, à vous de voir. À vous de voir si vous préférez rentrer tout de suite pour vous faire une idée sur le terrain, entre guillemets, de l'industrie pharmaceutique, ou bien, si vous voulez, peut-être un peu comme moi, vous demandez si oui ou non, ça serait pas mieux d'avoir plus. Dites-vous bien que si vous avez un diplôme dans l'année 1 et que vous rentrez dans l'industrie pharmaceutique et que d'autre part, vous faites une formation complémentaire, vous serez disponible pour la formation complémentaire dans l'année 3 ou l'année 4. Pendant ce temps-là, celui qui est rentré dans l'industrie pharmaceutique, il a une sacrée expérience de l'industrie pharmaceutique. Et s'il y a un choix entre quelqu'un qui connaît l'industrie et quelqu'un qui arrive parce qu'il a un diplôme de plus, je me demande si le recruteur ne va pas se poser la question, qu'est-ce qui vaut mieux finalement ? Qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir quelqu'un qui n'y connaît rien mais qui a son diplôme, ou alors avoir quelqu'un qui connaît l'industrie qu'on va pouvoir former nous-mêmes? Donc c'est une question à se poser à mon avis. Bien entendu, je vous rejoins à 100%. Donc, de ce que vous dites en synthétisant, l'expérience prévaut sur pas les diplômes forcément, mais sur certains cursus. Vous pensez qu'on peut faire la différence avec l'expérience, c'est ça? D'accord. Ok, intéressant. Et de votre côté, vous avez construit une grande partie de votre carrière chez Pierre Fabre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager vos principaux conseils pour réussir en industrie, mais également pour progresser peut-être rapidement en termes de carrière dans un parcours qui est similaire au vôtre? D'abord, j'ai pas été. Vous faites bien de souligner la rencontre avec le laboratoire Fabre, qui a été quand même la plus importante pour moi. Maintenant, si vous voulez, je peux vous raconter une anecdote. Donc, quand j'ai décidé d'aller vers l'industrie pharmaceutique, je me suis rendu compte que, premièrement, j'aurais peut-être pas eu besoin de faire l'internat, j'aurais pu y aller directement, et j'avais la prétention d'être quelqu'un qui serait plutôt bon dans le marketing. Et donc, j'ai répondu à l'époque aux annonces qui correspondaient à des postes de marketeurs. Jusqu'à un moment où quelqu'un... Et j'ai eu des échecs, plein d'échecs. C'était non, on vous écrira, etc. Là, toutes les caricatures que vous pouvez imaginer. Et sachez-le, c'était dans les années 80. Hein. Voilà. Donc, la plupart des gens qui vont me voir vont se dire que 80... Non, alors,
1980 quand même. Hein, bon, chacun de vous n'était pas né. Hein. Voilà, aucun de vous n'était pas né pour parler français. Bon voilà, jusqu'à ce que quelqu'un me dise, je vais vous parler franchement, vous n'êtes pas fait pour le marketing. Vous n'êtes pas fait pour le marketing. J'ai demandé pourquoi, juste pour avoir un élément supplémentaire. Et la personne m'a dit, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop logique, vous avez trop besoin d'être convaincu de quelque chose pour pouvoir y aller. Vous n'allez jamais pouvoir raconter des choses qui n'auront pas votre accord complet dans le cadre d'un travail de marketeur. Ça a dû être un choc pour vous également. Eh ben oui, écoutez, c'est bénéfique quelqu'un qui vous dit bon ben ça va pas du tout, ce que vous cherchez ça va pas du tout. Moi je pense que vous êtes comme ça. Eh ben il faut y réfléchir, Et cette personne que je remercie toujours m'a dit vous avez le profil d'un chercheur. Vous aimez bien gratter, vous aimez bien vous renseigner, vous aimez bien être convaincu de quelque chose, vous aimez bien apporter quelque chose. Voilà. Et ben je la remercie toujours, cette dame. C'est grâce à elle que j'ai arrêté de répondre à des annonces de marketeurs et de me diriger plutôt vers la recherche et le développement. C'est grâce à elle. Oui, ça a été un choc. C'est bien d'avoir quelqu'un d'un métier de recruteur, qui vous dit ce qu'elle pense de vous en vous ayant vu, allez, on va dire 10 minutes sur un CV et encore, et puis peut-être une demi-heure d'entretien. C'est un peu compliqué de recevoir ça, de quoi je me mêle finalement. Vous venez pour demander un poste et elle vous dit, non, ça va pas. Donc, ça fait rien. Il faut prendre le temps de considérer ce que cette personne vous a dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc changé mon fusil d'épaule. Je ne vous cache pas que j'ai quand même continué à répondre à des postes de marketing parce que je suis aussi un petit peu têtu. J'ai également jeté un œil sur les annonces sur la recherche et le développement. Une autre personne que j'ai vue m'a demandé, c'est un peu les mêmes questions que celles que vous posez, mais pourquoi vous avez fait tant de diplômes? Pourquoi est-ce que maintenant vous voulez pourquoi est-ce que vous avez fait un diplôme d'alcoolologie? J'ai répondu à cette dame en lui disant que c'était aussi une dame. Je lui ai dit, parce que c'est un point qui m'intéressait, et puis l'alcoolologie arrive à l'addiction, les addictions sont des choses qui sont importantes, et j'ai vu ça. Et cette personne avait quelque chose derrière la tête. Elle m'a dit, j'ai un poste pour quelqu'un qui pourrait développer un produit qui serait actif éventuellement dans le sevrage alcoolique. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais accumulé des diplômes sans savoir exactement ce qu'ils allaient pouvoir m'apporter. Et sans le savoir, j'ai passé un diplôme qui m'a apporté mon premier poste. Puisque avec cet entretien, j'ai été souligné, j'ai été par la personne qui recrutait, j'ai été voir la personne qui tenait le laboratoire, qui m'en a parlé un peu plus. Elle a dû trouver que j'étais la personne qu'il fallait et je suis rentré dans ce laboratoire directement comme développeur d'un produit anti-alcoolique. J'ai eu énormément de chance. Le premier poste que j'ai eu m'a permis finalement, au bout de 4 ans, de déposer un dossier d'AMM. C'est un développement incroyable pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc au final, rien ne se perd. Un peu la morale de l'histoire là. Oui, vous revenez sur l'histoire, mais lui, il en a perdu la tête, à force de dire ça. Mais non, mais rien ne se perd. Bien sûr que si, se perd. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis beaucoup trop dispersé. C'est vrai. J'aurais dû, mais j'en sais rien. C'est comme ça. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait. J'ai l'impression que cette notion de temps, elle est assez importante pour vous. Vous accordez beaucoup d'importance au temps. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Il y a des regrets à ce niveau-là, avec le temps? Mon jeune ami, vous verrez quand vous aurez mon âge. Quand vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est super. Vous avez tout le temps de faire tout ce que vous voulez. Quand vous en avez beaucoup plus, vous vous dites que on ne sait pas si on aura le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai fait énormément de choses, j'en suis très content. Mais pour moi, c'est pas fini. J'ai encore plein de trucs à faire. Y compris dans. Je suis d'accord, je partage votre avis. Voilà, il vous faut avoir il vous faut avoir envie
Voilà, ayez envie. Ayez envie de tout. De tout ce que vous avez envie de faire, ayez envie de vous connaître un peu mieux, même si des fois on récupère une paire de claques. Donc ne pas avoir peur de tomber pour apprendre, c'est ça? Ah oui, ben alors ça y est, on y est là. Alors les échecs, effectivement, mais je ne sais plus qui avait dit qu'un échec n'est pas un échec, mais c'est juste une façon d'apprendre à faire autrement, pour ne pas recommencer. Tomber, ouais, tomber Oui. une fois pour se relever. Mais non, il faut pas tomber. Mais vous avez pas intérêt de tomber. Et pourquoi vous tomberiez? Si vous avez une réflexion suffisante, vous allez éviter de tomber. Et vous prendrez les éléments qui vous amèneraient éventuellement à tomber pour justement ne pas tomber et rebondir. Et si vous tombez, eh ben essayez de rebondir. On est loin de l'industrie pharmaceutique, on est loin des études de pharma, mais en fait, c'est centré sur l'homme. C'est ça qui est important. L'homme ou la femme, bien entendu. Et c'est ça que je veux vous dire. Il ne faut pas avoir des diplômes. Il faut être conscient de ce qu'on a envie de faire soi-même. Alors, chers auditeurs, si cet épisode vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait se reconnaître dans le parcours de Philippe ou qui souhaiterait également entreprendre une carrière similaire à la sienne. C'est un excellent moyen de nous soutenir, de le soutenir, mais également de nous faire connaître. Et je vous remercie. Alors, de votre côté, Philippe, est-ce que vous peut-être partagez de votre côté une ou deux anecdotes, comme vous l'avez déjà fait sur vos succès, mais également sur d'autres regrets ou erreurs que vous avez pu avoir peut-être lors de votre carrière pharmaceutique? Comment vous dire? C'est aussi une question difficile. D'abord, est-ce que je suis au courant des succès ou est-ce que je suis au courant des erreurs que j'ai pu faire? On a eu l'occasion certainement de me récompenser pour les uns et de me punir pour les autres, si c'était le cas. Mais le fond de la question, c'est pas obligatoirement ça. Le fond de la question, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et ça permet également d'évoquer le fait comment faire pour, dans une industrie pharmaceutique, entrer dans l'industrie, comment faire pour évoluer. Je ne sais pas si c'est là où vous voulez que j'en vienne, que j'arrive. Est-ce que vous avez su sortir du lot chez Pierre Fabre ensuite? Alors, Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de l'eau? qu'est-ce que j'ai fait pour sortir du lot? Ben déjà, dans les autres laboratoires que ce Pierre Fabre, j'ai beaucoup appris. J'ai appris par l'observation et chaque industrie est différente d'une autre. Chez Pierre Fabre, qui est une industrie pharmaceutique et cosmétique de première importance en France, il y avait l'importance de Monsieur Fabre. Monsieur Fabre a marqué l'entreprise qu'il a construite. C'était quelqu'un d'extraordinaire et qui a mis les bases, comme chacun sait, à partir d'une officine, il a mis les bases d'un empire avec aujourd'hui 10 000 personnes. C'est incroyable. Et c'est lui qui a fait ça. Donc il était assez curieux de lui-même de savoir qui il avait recruté avec les éléments qu'il avait. Bon, je ne vais pas faire d'hagiographie. Il a été un capitaine d'industrie. Malheureusement, il nous a quittés. C'est ce qu'il avait dit, qu'il ne passerait pas la main. Voilà. Donc, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, je vous l'ai dit, avec cette histoire de diplôme d'alcoolologie. Je suis entré chez Pierre Fabre parce que peut-être ça s'est su, j'avais déposé un dossier d'AMM assez rapidement et j'ai eu une proposition du laboratoire Pierre Fabre pour justement rentrer dans ce que Pierre Fabre avait appelé les projets courts, c'est-à-dire non pas des nouvelles molécules, mais des nouvelles présentations galéniques ou des nouveaux dosages ou des nouvelles associations. Donc il avait peut-être apprécié cette chose-là. Et voilà pourquoi je suis rentré chez Pierre Fabre, dans une petite équipe de développeurs. On est toujours dans le développement. Après, votre question était comment fait-on pour progresser ? Je pense qu'il faut d'abord le mériter. On n'est pas dans une administration et c'est pas à l'ancienneté qu'on récupère des choses. Si vous voulez progresser, et je crois que il y a plusieurs individus que j'ai pu rencontrer, notamment à Nancy, qui en ont toutes les caractéristiques, il faut donc le vouloir. Et pour moi, si vous voulez progresser, il faut être attentif aux besoins. Qui demande quoi ? Est-ce que vous êtes disponible pour ça ? C'est très bien, il y en a qui disent « Oh là là, je suis débordé, j'arrive pas à tout faire et c'est pour ça que je vais être en retard. » Vous pouvez aussi dire « Cet aspect m'intéresse, j'ai envie d'apporter quelque chose, je crois que je pourrais y arriver et je veux bien m'en charger. » On vous attendra au tournant, vos collègues. Alors vous parliez de méritocratie, moi je sens un peu aussi une notion de personnalité là, parce que vous avez quand même une personnalité qui est assez forte. Est-ce que vous pensez pas que votre personnalité vous a
vous a bien aidé à faire carrière tout de même? Je sais pas. Non, je ne peux pas vous dire ça. Je peux vous dire qu'un des aspects de ma personnalité m'a barré, mais pas que ma forte personnalité m'ait permis. Non, non, moi je suis pas péremptoire, hein, au contraire. J'attends. Vous m'avez rencontré dans des circonstances un petit peu particulières de mon activité, une importance majeure de la réflexion. Oui, la réflexion, ça c'est important. Et il faut réfléchir avant d'agir et peut-être que beaucoup, notamment dans le marketing, agissent avant de réfléchir. D'accord, intéressant. J'ai aussi peut-être acquis une réputation de demander à ceux qui m'écoutent d'attendre la fin de ma phrase avant de réagir. Je dis pas ça pour vous, puisque là la liaison est ce qu'elle est, mais c'est souvent à la fin de la phrase qu'on a des éléments importants qui permettent de comprendre le reste. C'est pas à cause de la langue allemande, hein, vous avez le verbe qui est reporté au fond, mais je crois que c'est parce qu'il y a nécessité de savoir ce qu'on fait. Et ça, je vais vous dire un truc qui est une des clés de la réussite qui se manifeste lors des réunions. Des réunions, il y en a beaucoup. On fait beaucoup de réunions. Il y en a qui servent à rien. Il y en a où votre présence n'est pas indispensable. Et peut-être vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'on me convie à cette réunion ? Et à chaque fois, quoi qu'il en soit, il y a des principes de base. La base, c'est on arrive à l'heure. On n'est pas en retard. La deuxième base, c'est on arrive à l'heure, on n'est pas en retard et on a préparé la réunion. C'est-à-dire, on n'est pas au courant obligatoirement de toutes les questions, mais tout votre chapitre, tout ce qui dépend de vous, vous le maîtrisez. Et il ne faut pas dire on l'a eu il y a 3 mois. Non, non, on l'a eu le 26 juin. D'accord. Donc la notion de préparation. C'est indispensable. Et de votre côté, dans un parcours similaire au vôtre, avec des fonctions telles que les vôtres et un statut tel que le vôtre, j'ai envie de dire encore une fois, quels ont été les avantages que vous ont offert l'industrie, donc Pierre Fabre? Est-ce que vous avez eu des avantages, j'ai envie de dire, à travers des séminaires peut-être, des voyages, des horaires de travail qui étaient peut-être avantageuses, un cadre de travail peut-être assez idyllique? Oui, enfin, faut pas rêver, hein, Vincent. Je suis un grand rêveur, c'est pour ça. Le paradis n'est pas sur terre. Hein. Non, non. Écoutez, franchement, les premières activités que j'ai eues, je peux le dire, c'était dans le cadre d'une étude clinique. Donc à l'époque, ça ne s'appelait pas encore attaché de recherche clinique, mais vous voyez, j'ai eu l'occasion, pour développer un produit, de prendre rendez-vous à l'hôpital avec des chefs de service qui ont réalisé les essais cliniques dans leur hôpital, dans leur service. La connaissance de l'hôpital m'a été à ce moment-là très précieuse. J'ai évidemment pu directement parler à chaque fois à la bonne personne et à chaque fois je prenais le temps d'aller voir le pharmacien hospitalier pour qu'il soit au courant. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelque chose qui vous déboule comme ça. Bref, les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, c'est évidemment d'avoir pu exploiter ce que j'avais pu avoir. Les avantages, c'est aussi chez Pierre Fabre une volonté assez farouche de former ses employés. Il est vrai que j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux congrès en France et à l'étranger, et c'était tout à fait intéressant en termes de formation. Il est vrai aussi que en voyageant, j'avais acquis l'économie de mon service, c'était aussi de pas aller dépenser trop l'argent dans des secteurs qui étaient. Je voulais prendre des hôtels dans des villes un peu exotiques, des hôtels plutôt moyens ou bon marché. Et on m'a dit mais pas du tout. Imaginez que le directeur d'un service veuille vous voir à l'hôtel. Vous allez lui dire que vous êtes à cet hôtel miteux. Non. Vous allez dans des hôtels 4 étoiles et vous le dites. Vous n'hésitez pas à le dire. Alors ça, c'était au début. Maintenant, la maîtrise des coûts et la chasse aux dépenses, surtout en R&D, font que peut-être il faudra s'habituer aux hôtels Ibis et non plus aux 4 étoiles. C'est triste. Et c'est fini. Fallait venir avant. C'est fini. Ah. Et de votre côté, abordons j'ai envie de dire un tabou assez prononcé en France. Parlons argent. Quand on commence une carrière similaire à la vôtre, je ne veux pas votre salaire,
juste parlons de tranches. Quel quelle tranche peut-on espérer de salaire dans des fonctions similaires aux vôtres en R&D? Et ensuite, en termes d'évolution, est-ce que le salaire évolue de façon conséquente? Pas forcément. Ça dépend de vous. Parce qu'un salaire, c'est un chiffre. Mais est-ce que vous valez ce chiffre? Je ne sais pas. C'est votre appréciation. Ça dépend du poste que vous avez, bien entendu. Un poste d'attaché de recherche clinique qui est certainement pour un pharmacien fraîchement diplômé une bonne clé d'entrée dans l'industrie pharmaceutique. Un poste d'attaché de recherche clinique, vous savez, il suffit de taper sur Internet, vous les avez. Je n'ai pas le chiffre. C'est probablement aux alentours de 3 000 euros mensuels. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui combien un poste d'attaché de recherche clinique est payé. Mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à Nancy, l'attaché de recherche clinique est un poste qui vous permet d'entrer dans l'industrie, mais il faut surtout ne pas y rester. Il faut être attaché de recherche clinique, être apprécié, et à ce moment-là, passer dans un autre service que vous aurez eu le temps d'observer pour voir s'il vous convenait. Après, les évolutions, elles sont aussi dépendantes de vous. Ce qu'il faut savoir, et c'est une loi, c'est une maxime, quand on commence bas dans l'industrie pharmaceutique, ou dans un autre poste d'ailleurs, on n'arrive jamais haut en termes de salaire. Comme c'est pas facile de commencer très haut dès le départ, il n'y a qu'une solution, c'est changer de société. Et c'est ce qu'on a pu voir dans les années 2000, 2010. On avait un cycle de 3 périodes qui faisaient 1 an et demi chacune, où vous aviez la première période qui était vous apprenez à savoir comment se passe l'industrie pharmaceutique, la société dans laquelle vous êtes. La deuxième période, c'était vous êtes à un rendement à plein pour la société qui vous emploie. Et la troisième période, c'était vous allez trouver dans une autre industrie un autre poste. Donc c'est entre 3 ans et 4 ans pour ça. Ce qu'il faut quand même se dire, en dehors des galéjades, c'est que quand vous avez un poste dans l'industrie pharmaceutique, et moi je parle du développement, plus que d'autres postes peut-être plus simples. En termes de développement, il faut vous poser la question: est-ce que aujourd'hui, mon travail, mon activité a permis à l'entreprise de gagner plus d'argent que ce que je ne lui en ai coûté? C'est pas très facile à faire ça. On peut être très très content de sa journée et finalement se dire finalement ça sert à rien. Donc si ça sert à rien, vous avez perdu. Et ça c'est un bon moyen aussi de déclarer qu'on fait cette analyse-là pour demander une augmentation. D'accord, alors si on résume les 2 points que vous avez dit qui sortent du lot, enfin majoritaire plutôt, excusez-moi, vous diriez qu'il ne faut pas avoir peur de bouger et d'accepter la mobilité pour gravir les échelons en industrie, mais également donc d'avoir une réelle plus-value pour augmenter les chiffres de l'industrie. Souvenez-vous que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie, donc elle est de structure capitaliste. Donc, sans vouloir faire d'idéologie, mais ça veut dire aussi que, vous voyez, quand vous êtes en train de développer un produit et que vous allez déposer un dossier d'AMM, chaque journée que vous passez à bailler aux corneilles ou à faire d'autres choses qui vous sont peut-être plus intéressantes, que vous focalisez sur le développement de votre produit et le dépôt de votre AMM, chaque journée que vous allez passer à ça, ça sera une journée au pic des ventes en moins. Et là, on n'est plus à je vais prendre une journée de repos parce que j'ai mal à la tête. Là, j'ai un produit qui fait 360 millions de chiffre d'affaires. Je vais prendre une journée. Voilà, c'est 1 million là de chiffre d'affaires. C'est bon? Là, vous avez compris le. Oui, là, je vois mieux la chose là. Je perçois mieux la chose. Donc, on pourra vous le reprocher. Ouais. C'est vrai. Mais vous êtes la première personne qui doit vous le reprocher. J'ai envie d'avoir également votre point de vue, de par votre expérience. Quel est l'avantage de développer un réseau professionnel? On entend souvent ce terme réseau professionnel. Est-ce que vous pensez qu'il est essentiel de savoir se vendre et d'avoir un réseau professionnel qui est costaud?
Alors, réseau professionnel, maintenant ça existe, tout le monde le fait, tout le monde les a. Vous avez même des réseaux à l'intérieur de l'entreprise et vous avez même des réseaux à l'intérieur du département. Bien sûr que oui, vous faites partie d'une université, vous allez garder des contacts avec les gens, ça va être des réseaux. Dans 15 ans, vous allez retrouver peut-être des collègues actuels qui vont avoir des postes, qui vont être intéressants ou où le vôtre va intéresser les autres potes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr qu'il faut les réseaux. Quel réseau? Je suis plutôt en fin de réseau, quoi. Je suis pas au robinet, moi, je suis plutôt dans le chaud, là. Non, mais bien sûr, il faut les avoir. Je pense pas qu'il faille avoir que des réseaux, parce que ça sert à rien, que des réseaux. Il faut avoir des choses pour alimenter le réseau. Reposter des éléments parce que vous avez lu un article, vous êtes très content, c'est bien, mais mettez une petite analyse, c'est encore mieux. D'accord, donc apporter son aspect personnel et son aspect également de déduction donc sur la chose qu'on republie ou porter vraiment un avis, c'est ça? Mot. D'accord. C'est vous qui comptez, j'insiste, c'est vous qui comptez. C'est pas la publi ou le post que vous avez republié. C'est l'avantage quand vous diffusez une publication qui vous a semblé intéressante. 0. Mais si vous publiez ça en disant voilà ce que j'en ai retenu. Ces conseils sont très chers, Philippe, et je vous en remercie. Alors, dans cette seconde, c'est gratuit, j'en suis content. Alors dans cette seconde partie du podcast, on va se plonger plus dans la vie personnelle et également professionnelle de Philippe. Pour ça, donc chers auditeurs, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez surtout pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Non seulement nous, ça nous aide à mieux comprendre ce qui vous passionne, ce que vous attendez de nous également, et ça nous permet de continuer à vous offrir des discussions enrichissantes avec des invités aussi exceptionnels que Philippe. Alors un grand merci d'avance pour votre soutien. Alors Philippe, est-ce que vous avez eu dans votre vie personnelle, peut-être, vous avez compris qu'il était possible de sortir du lot? J'ai envie de vous répondre le jour de ma naissance. Ça a été décisif pour moi et je suis effectivement sorti d'un lot. Non, c'est très compliqué votre question. Y a-t-il eu un déclic? Non, je crois pas. Il y a un déclic chez vous, Vincent? Mais j'espère en avoir un peut-être un jour. Essayez de répondre à cette question avec vos mots. Je serais intéressé de savoir comment vous allez vous en débrouiller. Un déclic, c'est compliqué, mais je pense que oui, j'ai déjà eu plusieurs déclics, de par certains échecs, de par... alors, j'ai pas accompli autant de choses que vous, mais peut-être dans le sport, peut-être également dans certains emplois que j'ai pu faire. Peut-être pas, parce que j'ai pas fait encore de grandes choses, mais je sais pas. Peut-être des remises en question qui m'ont permis de me dire ah oui Vincent, tu diriges vers ça maintenant et c'est fini, tu oublies ça et tu diriges vers ça. Je sais pas si vous voyez si vous avez eu cette perception vous. Le déclic, je vous en ai déjà parlé lorsque cette personne recruteuse m'a dit que j'étais pas fait pour le marketing. Ça c'est un déclic. C'est voilà une chose que je comprends correspondre à votre question. Quand un déclic, non, mais je crois que il faut être il faut être comme on a envie d'être. Il faut être comme on a envie d'être. Il n'y a pas de déclic à avoir. C'est pas un interrupteur. C'est pas hier j'étais rien et aujourd'hui j'ai eu une illumination. Non. Ah oui. Et comme vous le savez, j'ai deux ou trois phrases qui sont des guides. Ah. Et oui. Et on attend ça avec impatience. Ça va faire résonner mon 4 en philo au bac. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est pas aussi facile que ça. Et bien sûr, c'est plutôt Socrate qui l'a dit, mais puis qu'il est mort, il est mort Socrate. Mais se connaître, c'est une chose. Mais ce qu'il faut, et ça rejoint un peu votre histoire de déclic, et là c'est un autre philosophe, c'est Nietzsche, qui a dit ça. Et pour devenir ce que l'on est, il faut savoir qui on est. Mais c'est à chacun de le percevoir de cette façon. C'est ça qui est à mon avis important. Et vous, est-ce que vous avez su apprendre et connaître votre personne et qui vous étiez au fil des années? Eh bien, je crois qu'on ne le sait jamais qui on est vraiment. On a une perception de qui on est. Et c'est avec ça qu'il faut faire. Et une fois qu'on a une perception de qui on est, il faut peut-être essayer de trouver ce qu'on voudrait être. Alors je pense qu'il y a tout un tas d'auditeurs qui voudraient être directement PDG d'une boîte, mais c'est très bien, allez-y.
Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr? Vous voyez, on va toujours reposer la question. Vous savez, moi j'ai vraiment été embêté d'avoir un 4 en philo au bac. Je pense que si on m'avait expliqué qu'il fallait plutôt poser des questions que d'y répondre, eh ben, j'aurais mieux progressé. Et même dans ma vie professionnelle. En tout cas, c'est un bel enseignement et je vous remercie. La réponse était profonde et c'est plaisant d'avoir une réponse Oui, comme ça. et je suis bien conscient que j'ai pas répondu à votre question. Alors, en partie, mais c'est quoi? C'est l'aspect philosophie, c'est ça? C'est votre aspect philosophe? Non, mais je ne peux. C'est votre mot déclic qui m'a fait bondir, si vous voulez. Il n'y a pas d'interrupteur. Votre interrupteur, il existe à un certain moment et il va se reproduire avec d'autres connexions à un autre moment. Donc, vous n'avez pas un déclic, vous avez un ensemble de déclics et ça s'appelle un réseau neuronal. C'est ce que vous avez dans la tête. Et de votre côté, si vous deviez peut-être sortir du lot une expérience marquante, est-ce que vous avez une expérience qui vous a marqué dans votre vie peut-être personnelle aussi, qui a impacté votre vie professionnelle, que ce soit en voyage, dans la vie de tous les jours, qui vous a fait peut-être comprendre que vous étiez chanceux ou prendre un virage dans votre vie? Je n'utilise pas le mot déclic, c'est promis. Je ne sais pas trop. J'ai pas envie de vous parler de ma vie personnelle parce que, comme son Je nom conçois. l'indique, elle est personnelle. Bien entendu. J'ai envie de vous parler de la vie professionnelle. J'ai envie de partager avec vous. Ah, si peut-être. Mais ça demande une petite explication. Comment se faire reconnaître dans l'industrie pharmaceutique? Alors, il y a tout un tas de collègues qui sont des gens qui ont un caractère épouvantable, qui commencent leur phrase par non, qui commencent leur phrase par il faut que ou il faudrait que. Voilà. Moi, j'avais choisi une autre chose parce que j'étais pas capable, peut-être pas assez intelligent ou pas assez cortiqué pour commencer mes phrases par non. J'ai pris le parti de me faire reconnaître. Et pour ça, je vais vous donner un secret. J'ai trouvé un accessoire vestimentaire qui fait que on me connaissait. On ne savait pas qui j'étais, mais on me connaissait. J'ai passé toute ma vie professionnelle avec un nœud papillon et pas le même. Et des nœuds papillons plutôt sympas, quoi. Et donc j'étais devenu celui du développement avec un nœud papillon. Et D'accord. donc ce déclic, eh ben, ça faisait que dans d'autres secteurs, par exemple le secteur marketing, vous dites, ah ben il faudrait l'avis du développement. Ben, à qui on va demander? Eh ben à celui avec le nœud papillon. Et voilà. Et depuis que j'ai Donc l'homme au nœud papillon, d'accord. Et depuis que j'ai quitté l'industrie pharmaceutique, je ne mets plus de nœud papillon. Ah. C'est bête, hein? Jolie anecdote, très jolie anecdote. Alors une autre question assez intéressante à votre sujet. Est-ce que vous avez connu des échecs professionnels dans votre carrière? Ben, heureusement que j'en ai connu. Sinon, je ne serais pas l'individu que vous interviewez aujourd'hui, je pense. L'échec un des échecs auxquels je voudrais faire allusion, sans dévoiler les tenants ni les aboutissants, est dû à un excès de confiance peut-être, un excès de confiance en moi. J'ai été chargé de faire un audit pour répondre à une question. J'ai été chargé de faire une évaluation pour répondre à une question de la direction générale. Ce que j'ai fait. Et on m'a demandé de le présenter. J'ai fait une présentation absolument impartiale. Et à la fin, la personne qui conduisait la réunion m'a dit « Oui, tout ça est très bien, je vois, oui, très bien. Mais vous, quelle est votre intime conviction? Est-ce qu'il faut qu'on fasse oui ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse ?» Et là, j'ai fait l'erreur. Je n'aurais pas dû donner mon intime conviction. Ce n'est pas de moi que dépend la direction d'une direction, que dépend la décision d'une direction. Et j'ai eu la faiblesse de penser que j'avais une telle importance que je pouvais donner une décision. Je pouvais influencer la décision. Je n'étais pas à ma place. J'aurais dû appliquer un des principes du management de projet, de la direction de projet, qui est regarder les données et laissez décider les données. Ne donnez pas votre avis. J'ai donné mon avis. Et j'ai été au placard.
Mais pas parce que j'avais donné mon avis. J'ai été au placard parce que l'avis que je donnais n'allait pas dans le sens de celui que voulait le directeur. Pardon ? On ne cite personne, en Non, termes non. de leçons, de façon rétrospective, qu'est-ce que vous auriez dû faire alors? Ne pas donner J'aurais votre dû. côté personnel? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. On me faisait l'honneur de me demander mon avis. Donc, j'ai eu la faiblesse de le donner. Et j'aurais dû dire, avec les éléments que l'on a ici, c'est à vous que revient la donnée. C'est à vous que revient c'est à vous que revient la décision. Moi, mon avis ne compte guère. Vous m'avez demandé d'évaluer, je vous ai donné les termes de mon évaluation. Maintenant, peut-être que mon évaluation ne correspond pas à ce que vous vouliez. Donc, on ne répond pas à une question comme ça. D'accord, c'est noté. On ne vous demande pas Je votre remercie. avis. Vous n'êtes pas payé pour donner votre avis. Vous êtes payé pour documenter une situation. Et là, c'était un piège qu'on m'avait tendu. Ah, c'est noté, je vous remercie Philippe. Alors un immense merci à vous Philippe pour cet échange si enrichissant. Votre parcours, vos réflexions et vos conseils ont apporté une véritable profondeur à cette discussion et à cet échange. Alors je suis certain que nos auditeurs en retireront autant de valeur que moi j'ai pu en retirer. Pour ceux qui souhaitent également poursuivre la conversation, avoir un avis et en savoir plus sur Philippe et son expertise, vous trouverez donc tous les liens utiles, notamment son profil LinkedIn, en description de cet épisode. Au revoir Philippe.